L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, le bébé ne cessait de chouiner, mais lorsque le père a regardé dans 16 couches, il a appelé la police immédiatement. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans un petit appartement du 18e arrondissement de Paris, Élodie et Lucas Belmont savouraient les premiers mois de leur vie de parents. Leur fille, Gabrielle, née prématurément il y a 5 mois, était leur petit miracle. Chaque sourire, chaque gazouillis de la petite illuminait leur monde. Ce matin-là, Élodie berçait tendrement Gabrielle dans ses bras, respirant son doux parfum de bébé. Lucas, en train de préparer le petit déjeuner dans leur cuisine étroite, fut soudainement interrompu par les pleurs stridents de sa fille. « Lucas! Viens vite !» appela Élodie, sa voix teintée d'inquiétude. Lucas se précipita dans la chambre, trouvant sa femme essayant désespérément de calmer leur fille en larmes. « Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ?» demanda-t-il, le front plissé d'inquiétude. Élodie secoua la tête, désemparée. « Je ne sais pas. Elle pleure comme ça depuis que j'ai commencé à utiliser les nouvelles couches. Je pensais que c'était juste une phase, mais là, je commence à m'inquiéter sérieusement. » Lucas prit délicatement Gabrielle dans ses bras, tentant de la bercer. « Tu crois que ça pourrait être ses dents qui poussent ?» suggéra-t-il, mais son ton trahissait son incertitude. Les jours suivants furent un véritable enfer pour la petite famille. Gabrielle, d'habitude si joyeuse et calme, était devenue irritable et pleurait sans cesse. Les nuits semblaient interminables, rythmées par les cris déchirants de leur fille et les tentatives désespérées des parents pour la consoler. Une nuit, alors que l'horloge affichait 3 heures du matin, Élodie craqua. Les yeux rougis par le manque de sommeil et les larmes, elle se tourna vers Lucas. « Je n'en peux plus, Lucas. Quelque chose ne va pas avec notre bébé. Ce n'est pas normal. » Lucas, tout aussi épuisé, essaya de la rassurer. « Calme-toi, ma chérie. Tous les bébés passent par des phases difficiles. Ça va passer. » Mais Élodie n'était pas convaincue. Elle fixait Gabrielle qui gémissait dans son berceau, son petit visage rouge et gonflé à force de pleurer. « Non, Lucas. Mon instinct me dit que c'est plus grave que ça. J'ai peur. Et si on avait manqué quelque chose? Et si notre petite fille était malade? » Le doute s'insinua dans l'esprit de Lucas. Il regarda sa fille, puis sa femme, et sentit une boule se former dans sa gorge. « D'accord, demain matin à la 1re heure, on l'emmène chez le docteur Rousseau. On ne prend aucun risque avec notre princesse. » Cette nuit-là, aucun des 2 parents ne dormit. Ils restèrent assis près du berceau de Gabrielle, se relayant pour la bercer, changer sa couche, essayer de la nourrir. L'angoisse grandissait en eux à mesure que les heures passaient. Au petit matin, alors qu'Élodie changeait une fois de plus la couche de Gabrielle, un cri d'horreur s'échappa de ses lèvres. « Lucas! Oh mon Dieu, Lucas !» Lucas se précipita, le cœur battant la chamade. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Les mains tremblantes, Élodie lui montra la couche qu'elle venait de retirer. « Regarde. Il y a quelque chose de métallique. » Lucas se pencha pour examiner de plus près, et son sang se glaça dans ses veines. Là, incrusté dans le tissu doux de la couche, se trouvait un petit morceau de métal pointu. « C'est impossible !» murmura-t-il, incrédule. Élodie, les larmes aux yeux, tourna son regard vers leur fille. « Lucas, regarde ses fesses. » Avec horreur, ils découvrirent de petites marques rouges et irritées sur la peau délicate de Gabrielle. La réalisation les frappa comme un coup de poing, leur bébé avait été blessé, jour après jour, par ces couches censées la protéger. « On doit l'emmener à l'hôpital. »« Maintenant » s'écria Lucas, prenant Gabrielle dans ses bras tandis qu'Élodie rassemblait frénétiquement leurs affaires. Alors qu'ils se précipitaient hors de l'appartement, une pensée terrifiante s'imposa à eux, combien d'autres bébés pourraient être en danger à cause de ces couches défectueuses? Dans l'ascenseur, Élodie serra Gabrielle contre elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je suis désolé, mon bébé. Tellement désolé. Maman ne savait pas. » Lucas, essayant de garder son calme, appela un taxi. « Ça va aller, on va l'emmener à l'hôpital Necker. Ils ont le meilleur service pédiatrique de Paris. » Pendant le trajet,
Le couple resta silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La culpabilité, la peur et la colère se mélangeaient dans leurs esprits. Comment une chose pareille avait-elle pu arriver? Comment n'avaient-ils pas remarqué plus tôt? Arrivés à l'hôpital, ils furent immédiatement pris en charge par une équipe médicale. Le docteur Martine Leblanc, pédiatre de garde, examina Gabrielle avec attention. « Mais Madame Belmont, dit-elle d'un ton grave, votre fille présente des lésions cutanées importantes. Nous allons devoir faire des examens complémentaires pour nous assurer qu'il n'y a pas d'infection. » Élodie étouffa un sanglot. « C'est notre faute, docteur. Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt. » Le docteur Leblanc posa une main rassurante sur l'épaule d'Élodie. « Ne vous blâmez pas. L'important maintenant est de soigner Gabrielle et de comprendre ce qui s'est passé. » Alors que Gabrielle était emmenée pour des examens, Lucas serra Élodie dans ses bras. « On va traverser ça ensemble, mon amour. Notre fille est forte, comme sa maman. » Le cauchemar ne faisait que commencer, mais Élodie et Lucas étaient déterminés à se battre. Pour Gabrielle, et pour tous les autres bébés qui pourraient être en danger. Ils ne savaient pas encore à quel point cette terrible découverte allait bouleverser leur vie et celle de nombreuses autres familles. Le service pédiatrique de l'hôpital Necker bourdonnait d'activité en ce matin tendu. Élodie et Lucas Belmont, assis dans la salle d'attente, fixaient anxieusement la porte par laquelle leur petite Gabrielle avait disparu avec l'équipe médicale. Les minutes s'égrenaient comme des heures. Mais Madame Belmont appela une infirmière. Le docteur Leblanc vous attend dans son bureau. Le couple se leva d'un bond, leur visage trahissant un mélange d'espoir et de crainte. Ils suivirent l'infirmière dans un dédale de couloirs blancs, le bruit de leurs pas résonnant dans le silence pesant. Dans le bureau du docteur Leblanc, Gabrielle reposait dans un petit berceau médical, endormie grâce à un léger sédatif. Le médecin les invita à s'asseoir, son visage grave ne présageant rien de bon. « Mais Madame Belmont, commença-t-elle, nous avons examiné Gabrielle en détail. Les lésions sur sa peau sont plus étendues que nous ne le pensions initialement. » Élodie étouffa un sanglot, serrant la main de Lucas si fort que ses articulations blanchirent. « Est-ce qu'elle va s'en remettre ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le docteur Leblanc hocha la tête. « Oui, avec le traitement approprié, sa peau guérira. Cependant, ce qui nous préoccupe, c'est la cause de ces lésions. » Elle sortit d'un tiroir un sac en plastique transparent contenant ce qui ressemblait à des fragments métalliques. « Nous avons trouvé ces morceaux incrustés dans la peau de Gabrielle. Ils semblent provenir des couches que vous nous avez apportées. » Lucas se leva brusquement, le visage déformé par la colère et l'incrédulité. « Comment est-ce possible? Ces couches sont censées être sûres. Nous les avons achetées dans une grande surface réputée. » Le docteur Leblanc leva une main apaisante. « Je comprends votre colère, monsieur Belmont. C'est une situation extrêmement grave. Nous avons déjà contacté les autorités sanitaires pour lancer une enquête. » Élodie, les yeux rivés sur sa fille endormie, murmura, « Notre bébé, notre pauvre bébé a souffert pendant des jours, et nous n'avons rien vu. » Le médecin se pencha vers elle, compatissante. « Madame Belmont, ne vous culpabilisez pas. Vous avez agi dès que vous avez remarqué quelque chose d'anormal. Votre réactivité a probablement évité des complications plus graves. » Soudain, Lucas frappa du poing sur le bureau, faisant sursauter les deux femmes. « Je veux des réponses. Qui est responsable de ça? Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? » Le docteur Leblanc garda son calme face à l'explosion de colère du jeune père. « Monsieur Belmont, je comprends votre frustration. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le rétablissement de Gabrielle. Mais je vous assure que cette affaire ne restera pas sans suite. » Elle leur expliqua ensuite le traitement prévu pour Gabrielle, des antibiotiques pour prévenir toute infection, des crèmes cicatrisantes, et une surveillance étroite pendant plusieurs jours. Alors qu'ils écoutaient les explications du médecin, Élodie et Lucas échangèrent un regard lourd de sens. Leur vie venait de basculer, et ils savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. « Docteur, dit Élodie d'une voix tremblante mais déterminée, que pouvons-nous faire pour empêcher que cela n'arrive à d'autres bébés? » Le docteur Leblanc sourit faiblement, admiratif devant la force de cette jeune mère. « Votre témoignage sera crucial. Les autorités sanitaires voudront sûrement vous entendre. Et je vous conseille de contacter un avocat spécialisé dans les affaires de santé publique. » Lucas acquiesça, une lueur de détermination dans les yeux. « Nous le ferons. »
Nous ne laisserons pas cette affaire être étouffée. Alors qu'il quittait le bureau du médecin, Élodie s'arrêta brusquement. Lucas, et si ce n'était pas un cas isolé? Et si d'autres bébés étaient en danger en ce moment même? Cette pensée les glaça tous les deux. Ils réalisaient soudain l'ampleur potentielle de cette découverte choquante. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et d'actions. Entre les visites à l'hôpital pour veiller sur Gabriel, les discussions avec les autorités sanitaires et les premiers contacts avec un avocat, Élodie et Lucas n'eurent guère le temps de souffler. Ils décidèrent également de partager leur histoire sur les réseaux sociaux, espérant alerter d'autres parents. Leur post devint rapidement viral, générant une vague de soutien mais aussi une tempête médiatique. Un soir, alors qu'ils rentraient de l'hôpital, épuisés mais soulagés des progrès de Gabriel, ils trouvèrent une enveloppe glissée sous leur porte. À l'intérieur, une lettre anonyme. Chère M et Madame Belmont. Votre courage est admirable. Sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres cas similaires ont été étouffés. Je travaille pour l'entreprise qui fabrique ces couches. Je ne peux pas me taire plus longtemps. Rencontrons-nous. Élodie et Lucas se regardèrent, stupéfaits. Cette affaire prenait une tournure qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils réalisaient que leur combat ne faisait que commencer, et qu'ils pourraient les mener bien plus loin qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Élodie, la voix tremblante. Lucas serra sa femme dans ses bras, son regard déterminé fixé sur la lettre. On va aller jusqu'au bout. Pour Gabriel, et pour tous les autres bébés. Quoi qu'il en coûte. La découverte choquante dans la couche de Gabriel n'était que la partie émergée de l'iceberg. Une tempête se préparait, et les Belmont étaient désormais au cœur de celle-ci. Le ciel de Paris s'assombrissait, reflétant l'angoisse qui étreignait Élodie et Lucas Belmont. Leur petite Gabrielle, allongée dans son lit d'hôpital, était entourée d'une armée de machines bipantes et de tubes. Le docteur Leblanc venait de leur annoncer la nouvelle qu'ils redoutaient le plus, une infection s'était déclarée. Le système immunitaire de Gabriel étant fragile en raison de sa prématurité, nous devons agir vite, expliqua le docteur Leblanc, son visage trahissant son inquiétude. Nous allons commencer un traitement antibiotique intensif immédiatement. Élodie, les yeux rougis par les larmes, serra la petite main de Gabriel. Ma chérie, tu dois être forte. Maman et papa sont là, on ne te quitte pas. Lucas, luttant pour maintenir son calme, se tourna vers le médecin. Quelles sont ses chances, docteur? Dites-nous la vérité. Le docteur Leblanc prit une profonde inspiration. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Si nous parvenons à maîtriser l'infection rapidement, Gabriel devrait s'en sortir. Mais je ne vous cacherai pas que la situation est sérieuse. Ces mots tombèrent comme un coup près sur le couple. La course contre la montre venait de commencer. Les heures qui suivirent furent un véritable cauchemar. Élodie et Lucas se relayaient au chevet de Gabriel, observant avec angoisse chaque fluctuation des moniteurs, sursautant au moindre bip alarmant. Au milieu de la nuit, alors qu'Élodie somnolait sur une chaise inconfortable, Lucas sortit dans le couloir pour prendre l'air. Il croisa une infirmière qui lui adressa un sourire compatissant. « Votre petite est une battante, monsieur Belmont, dit-elle doucement. J'en ai vu des bébés se battre, mais votre Gabriel a une force particulière. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Lucas, lui donnant un regain d'espoir. Il retourna auprès de sa famille, déterminé à transmettre cette énergie positive à sa fille et à sa femme. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux de la chambre d'hôpital, le docteur Leblanc fit son apparition, le visage grave. « Les prochaines heures seront décisives, annonça-t-elle. La fièvre de Gabriel ne baisse pas autant que nous l'espérions. Nous allons devoir ajuster le traitement. » Élodie étouffa un sanglot. « Et si ça ne marche pas ?» Le docteur Leblanc posa une main rassurante sur l'épaule de la jeune mère. « Nous avons encore des options, Madame Belmont. Nous ne baissons pas les bras. » Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, une tempête médiatique faisait rage. L'histoire des Belmont avait fait la une des journaux, déclenchant une vague d'indignation nationale. Des journalistes campaient devant l'hôpital, espérant obtenir des nouvelles. Lucas, épuisé mais déterminé, décida de faire une brève déclaration à la presse. « Notre fille se bat pour sa vie à cause de la négligence d'une grande entreprise. Nous demandons justice, non seulement pour Gabriel, mais pour tous les enfants qui pourraient être en danger. » Ces mots firent l'effet d'une bombe. En quelques heures,
l'affaire prit une ampleur nationale. Le ministre de la Santé lui-même fit une déclaration, promettant une enquête approfondie. Mais pour Élodie et Lucas, tout cela semblait lointain, presque irréel. Leur monde se résumait à cette petite chambre d'hôpital, où chaque seconde qui passait était à la fois un soulagement et une torture. Au milieu de l'après-midi, alors que l'angoisse atteignait son paroxysme, une lueur d'espoir apparut. Le docteur Leblanc entra dans la chambre, un léger sourire aux lèvres. « La fièvre commence à baisser » annonça-t-elle. « C'est un bon signe, mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. » Élodie et Lucas échangèrent un regard plein d'émotions mêlées, soulagement, espoir, mais aussi une peur tenace. Les heures suivantes furent une montagne russe émotionnelle. Chaque relevé de température, chaque prise de sang était scrutée avec anxiété. Le couple ne quittait pas le chevet de leur fille, lui parlant doucement, lui chantant des berceuses, comme si leur amour pouvait à lui seul repousser l'infection qui menaçait leur petit ange. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le docteur Leblanc leur apporta la nouvelle qu'ils espéraient tant, l'infection recule. Gabriel est hors de danger. Ces mots provoquèrent une explosion de joie et de soulagement. Élodie fondit en larmes, serrant Gabriel contre elle, tandis que Lucas remerciait le médecin, incapable de contenir son émotion. Mais leur soulagement fut de courte durée. Alors qu'ils savouraient cette victoire, Lucas reçut un appel de leur avocat. « Monsieur Belmont, nous avons un problème. L'entreprise nie toute responsabilité et menace de poursuite si vous continuez à parler aux médias. » Le couple échangea un regard lourd de sens. Leur bataille était loin d'être terminée. Ils avaient gagné cette course contre la montre pour sauver Gabriel, mais une autre course, tout aussi cruciale, les attendait, celle pour la vérité et la justice. « Qu'ils essaient de nous faire taire, » dit Lucas, une détermination farouche dans la voix. « Nous nous battrons jusqu'au bout. Pour Gabriel, et pour tous les autres enfants. » Élodie acquiesça, berçant doucement leur fille endormie. « Ensemble, nous sommes plus forts. Cette épreuve ne nous a pas brisés, elle nous a rendus plus déterminés que jamais. » Alors que la nuit tombait sur Paris, la famille Belmont se préparait pour le prochain chapitre de leur combat. La course contre la montre pour sauver Gabriel était terminée, mais une nouvelle bataille, tout aussi importante, ne faisait que commencer. Le soleil se levait sur Paris, baignant d'une lumière dorée l'appartement des Belmont. Élodie et Lucas, épuisés mais déterminés, préparaient leur plan d'action. Gabriel, enfin rentré à la maison après son séjour à l'hôpital, dormait paisiblement dans sa chambre. « On ne peut pas laisser cette affaire s'éteindre, » déclara Lucas, les yeux cernés mais brillants de détermination. « Il faut qu'on obtienne des réponses. » Élodie acquiesça, serrant sa tasse de café entre ses mains. Par où commencer? L'entreprise nie tout en bloc. C'est à ce moment précis que leur téléphone sonna. C'était Maître Dupont, leur avocat. « J'ai des nouvelles, » annonça-t-il. « Un ancien employé de l'entreprise veut nous rencontrer. Il prétend avoir des informations cruciales. » Le cœur battant, le couple accepta immédiatement. Quelques heures plus tard, ils se retrouvaient dans un café discret du 15e arrondissement. Un homme d'une cinquantaine d'années, l'air nerveux, les attendait. « Je m'appelle Pierre Mercier », se présenta-t-il à voix basse. « J'ai travaillé pendant 20 ans dans le contrôle qualité chez Bébé Confort. Ce qui est arrivé à votre fille, ce n'est pas un incident isolé. » Élodie et Lucas échangèrent un regard choqué. « Que voulez-vous dire ?» demanda Lucas, la voix tremblante. Mercier sortit une liasse de documents de sa sacoche. « Voici des rapports internes. Ils prouvent que l'entreprise était au courant de problèmes de contamination métallique depuis des mois. Mais ils ont choisi de l'ignorer pour des raisons financières. » Cette révélation fut comme un coup de massue pour le couple. La colère, le dégoût et l'incompréhension se mélangeaient dans leur esprit. « Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ?» demanda Élodie, les larmes aux yeux. Mercier baissa les yeux, honteux. « J'avais peur. Peur de perdre mon emploi, peur des représailles. Mais quand j'ai vu votre histoire dans les médias, je n'ai plus pu me taire. » Armés de ces nouvelles informations, les Belmont et leur avocat lancèrent une offensive médiatique et juridique. Ils organisèrent une conférence de presse, où ils présentèrent les preuves fournies par Mercier. La réaction fut immédiate et explosive. Les médias s'emparèrent de l'affaire, les réseaux sociaux s'enflammèrent. En quelques jours, le scandale prit une ampleur nationale. Bébé Confort tenta d'abord de nier, puis de minimiser les faits. Mais face à la pression croissante,
l'entreprise fut contrainte de réagir. Le PDG, François Leroy, fit une déclaration publique. Nous prenons ces allégations très au sérieux. Une enquête interne approfondie est en cours. Si des erreurs ont été commises, nous en assumerons l'entière responsabilité. Mais pour Élodie et Lucas, ces mots sonnaient creux. Ils voulaient plus que des excuses, ils exigeaient des actions concrètes. Leur quête de réponse les mena jusqu'au couloir de l'Assemblée nationale. Invités à témoigner devant une commission parlementaire, ils racontèrent leur histoire, la voix tremblante d'émotion mais emplie de détermination. Notre fille a failli mourir à cause de la négligence d'une entreprise qui privilégie les profits à la sécurité des enfants, déclara Lucas devant les députés. Combien d'autres bébés sont en danger? Combien de parents ignorent les risques qu'ils font courir à leurs enfants en utilisant ces produits? Leur témoignage eut un impact considérable. Le gouvernement annonça la création d'une commission d'enquête indépendante pour examiner les pratiques de l'industrie des produits pour bébés. Mais leur combat était loin d'être terminé. Bébé Confort, acculé, passa à l'offensive. Des rumeurs commencèrent à circuler, insinuant que les Belmont auraient fabriqué toute l'histoire pour obtenir des compensations financières. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux après une longue journée d'interviews et de réunions, ils trouvèrent leur porte d'entrée vandalisée. Un message menaçant y était tagué « Menteur, laissez bébé Confort tranquille ». Élodie, terrifiée, serra Gabriel contre elle. « Lucas, et si on arrêtait tout ? J'ai peur pour notre sécurité, pour Gabriel. » Lucas, bien que secoué, resta ferme. « On ne peut pas abandonner maintenant. Trop d'enfants sont en danger. On doit aller jusqu'au bout. » Leur détermination fut récompensée quelques jours plus tard. Un groupe de parents les contacta, affirmant que leurs enfants avaient également souffert de problèmes similaires avec les produits bébé Confort. Soudain, les Belmont n'étaient plus seuls dans leur combat. Ensemble, ils formèrent l'association « Parents pour la sécurité des bébés », déterminés à faire changer les choses. Leur mouvement prit de l'ampleur, attirant l'attention des médias internationaux. Alors que l'enquête se poursuivait, de nouvelles révélations choquantes émergèrent. Des emails internes furent divulgués, montrant que la direction de bébé Confort avait délibérément ignoré les avertissements de ses propres ingénieurs concernant les risques de contamination. Face à ces preuves accablantes, l'entreprise n'eut d'autre choix que de capituler. Le PDG démissionna, un rappel massif de produits fut lancé, et des négociations s'ouvrirent pour indemniser les familles affectées. Pour Élodie et Lucas, c'était une victoire amère. Rien ne pourrait effacer la souffrance qu'avait endurée leur petite Gabrielle. Mais ils savaient que leur combat avait permis de sauver d'innombrables autres bébés. Un soir, alors qu'ils berçaient Gabrielle, désormais en pleine santé, Élodie murmura « On a réussi, ma chérie. Grâce à toi, grâce à ton courage, le monde est un peu plus sûr pour les bébés. » Lucas acquiesça, les yeux brillants de fierté et d'émotion. Notre quête de réponse nous a menés bien plus loin que nous l'aurions imaginé. Mais chaque bataille en valait la peine. Leur histoire était devenue un symbole, un rappel que la voix des citoyens pouvait faire bouger les montagnes, même face aux plus grandes entreprises. La quête de réponse des Belmont avait non seulement sauvé leur fille, mais elle avait aussi changé le visage de l'industrie des produits pour bébés en France, et peut-être même au-delà. Le soleil se levait à peine sur Paris quand Élodie Belmont, les yeux cernés mais déterminés, alluma son ordinateur portable. À côté d'elle, Lucas berçait doucement Gabriel, maintenant rétabli mais toujours fragile. Le couple échangea un regard lourd de sens avant qu'Élodie ne prenne une profonde inspiration et ne clique sur le bouton « Publier ». En quelques secondes, leur histoire était en ligne. Un long post Facebook, accompagné de photos poignantes de Gabriel à l'hôpital, détaillait leurs cauchemars, les couches défectueuses, l'infection, la lutte pour la vie de leur fille, et l'apparente indifférence de bébé Confort. « Nous ne cherchons pas la vengeance », avait écrit Élodie. « Nous voulons la vérité, la justice, et surtout, nous voulons que cela n'arrive plus jamais à un autre enfant. » Au début, le silence. Puis, comme une vague déferlante, les réactions commencèrent à affluer. Partages, commentaires, messages de soutien. En quelques heures, leur post était devenu viral. « C'est incroyable », murmura Lucas, les yeux rivés sur l'écran. « Regarde tous ces gens qui nous soutiennent. » Mais la viralité avait aussi son côté sombre. Bientôt, des commentaires négatifs commencèrent à apparaître. Certains accusaient les Belmont de mentir pour obtenir de l'argent. D'autres les traitaient de parents négligents.
Comment ose-t-il, s'indigna Élodie, les larmes aux yeux. Ils ne savent rien de ce que nous avons traversé. Lucas la prit dans ses bras. Ne les laisse pas t'atteindre. Nous savons la vérité. Pendant ce temps, bébé Confort restait étrangement silencieux. Leur page Facebook était inondée de questions et de commentaires indignés, mais l'entreprise ne réagissait pas. Ce silence ne fit qu'attiser la colère du public. Des hashtags comme hashtag boycott bébé Confort et hashtag justice pour Gabriel commencèrent à trending sur Twitter. Sentant l'opportunité, Élodie et Lucas décidèrent d'intensifier leur campagne. Ils créèrent une page Facebook dédiée, Justice pour Gabriel, où ils partageaient des mises à jour régulières et des informations sur leur combat. Leur histoire attira l'attention des médias traditionnels. Les journaux, les radios, les chaînes de télévision, tous voulaient interviewer les Belmont. Chaque apparition médiatique faisait grimper le nombre de leurs followers sur les réseaux sociaux. Mais avec cette notoriété croissante vinrent de nouveaux défis. Un soir, alors qu'ils consultaient leur page, ils tombèrent sur un commentaire qui les glaça. Vous devriez avoir honte de vous servir de votre fille pour devenir célèbre. J'espère que les services sociaux vous la retireront. Élodie fondit en larmes. Et si on faisait une erreur, Lucas? Et si tout ça faisait plus de mal que de bien à Gabriel? Lucas, bien que secoué, resta ferme. Non, Élodie. Nous faisons ça pour elle, pour tous les enfants. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Leur détermination fut récompensée quelques jours plus tard. Une mère les contacta via leur page, affirmant que son bébé avait également souffert de problèmes similaires avec les produits bébé Confort. Puis une autre. Et encore une autre. Soudain, les Belmont n'étaient plus seuls dans leur combat. Leur page Facebook devint un point de ralliement pour les parents concernés. Des témoignages affluaient de toute la France, et même d'au-delà des frontières. Face à cette pression croissante, bébé Confort fut finalement contraint de réagir. L'entreprise publia un communiqué sur ses réseaux sociaux, promettant une enquête approfondie sur les allégations des Belmont. Mais pour Élodie et Lucas, ce n'était pas suffisant. Ils lancèrent une pétition en ligne, exigeant un rappel complet des produits incriminés et une refonte totale des procédures de contrôle qualité de l'entreprise. La pétition recueillit plus de 100 000 signatures en moins de 48 heures. Le mouvement prenait de l'ampleur, dépassant largement les frontières des réseaux sociaux pour devenir un véritable phénomène de société. Des influenceurs et des célébrités commencèrent à relayer leurs messages. La youtubeuse parentale Marie Dubois, suivie par des millions d'abonnés, consacra une vidéo entière à l'affaire, appelant ses fans à soutenir les Belmont. Mais avec cette exposition croissante vint aussi une scrutiny accrue. Des journalistes commencèrent à fouiller dans le passé des Belmont, cherchant la moindre faille dans leur histoire. Un soir, alors qu'ils se préparaient pour une énième interview télévisée, Lucas reçut un appel alarmant de leur avocat. Un tabloïd prétend avoir des photos de vous deux faisant la fête quelques jours après l'hospitalisation de Gabriel. Ils veulent les publier. Élodie s'effondra sur le canapé, sous le choc. C'est impossible. Nous n'avons pas quitté l'hôpital pendant des semaines. Lucas serra les poings, furieux. C'est une tentative de nous discréditer. Ils doivent avoir peur de ce que nous pourrions révéler. Leur avocat les conseilla de prendre les devants. Cette nuit-là, les Belmont firent un live Facebook, dénonçant cette tentative de manipulation et réaffirmant leur détermination à poursuivre leur combat. Le soutien fut immédiat et massif. Leurs followers inondèrent les réseaux sociaux de messages de soutien, noyant les tentatives de désinformation sous une vague de solidarité. Cette épreuve, loin de les abattre, ne fit que renforcer leur résolution. Leur bataille sur les réseaux sociaux était devenue bien plus qu'une quête de justice personnelle. C'était devenu un mouvement, une voix pour tous les parents inquiets, une force de changement dans l'industrie des produits pour bébés. Alors qu'ils mettaient Gabriel au lit ce soir-là, Élodie et Lucas échangèrent un regard empreint de fierté et de détermination. Leur combat était loin d'être terminé, mais grâce à la puissance des réseaux sociaux, ils n'étaient plus seuls. Ils avaient une armée derrière eux, prête à se battre pour la sécurité de tous les enfants. On va y arriver, murmura Élodie, caressant doucement la joue de Gabriel endormi. Pour elle, et pour tous les autres. Lucas acquiesça, serrant sa famille dans ses bras. La bataille sur les réseaux sociaux avait été intense, éprouvante, mais elle leur avait aussi donné une voix, une plateforme pour le changement. Et ils étaient déterminés à l'utiliser jusqu'au bout. Le soleil automnal baignait Paris d'une douce lumière dorée. Dans un parc du 15e arrondissement,
Élodie et Lucas Belmont regardaient avec émotion leur fille Gabrielle, maintenant âgée de 3 ans, jouer joyeusement dans le bac à sable. Son rire cristallin résonnait dans l'air, effaçant momentanément les souvenirs douloureux des 2 dernières années. « Qui aurait cru qu'on en arriverait là ?» murmura Élodie, les yeux brillants de larmes contenues. Lucas serra doucement la main de sa femme. « On a parcouru un sacré chemin, c'est sûr. » En effet, leur vie avait pris un tournant inattendu depuis cette terrible nuit où Gabrielle avait failli perdre la vie à cause d'un produit défectueux. Leur combat contre bébé confort, d'abord personnel, était devenu une croisade nationale pour la sécurité des enfants. La bataille juridique avait été longue et éprouvante. Pendant des mois, les avocats de bébé confort avaient tenté de discréditer les Belmont, allant jusqu'à insinuer une négligence parentale. Mais grâce aux preuves fournies par l'ancien employé Pierre Mercier et au soutien massif du public sur les réseaux sociaux, la vérité avait fini par éclater. Le procès, qui avait duré plusieurs semaines, avait tenu la France en haleine. Chaque jour, les médias relayaient les rebondissements de l'affaire. Le témoignage poignant d'Élodie à la barre avait ému le pays tout entier. « Quand je regarde ma fille aujourd'hui, » avait-elle déclaré, la voix tremblante mais déterminée, « je vois un miracle. Mais je vois aussi tous ces autres enfants qui n'ont pas une autre chance. C'est pour eux que nous nous battons. » Finalement, le verdict était tombé, bébé confort était reconnu coupable de négligence et condamné à une amende record. Plus important encore, l'entreprise était contrainte de revoir entièrement ses processus de contrôle qualité et de sécurité. Mais pour Élodie et Lucas, ce n'était que le début. Leur combat avait révélé des failles systémiques dans l'industrie des produits pour bébés. Ils décidèrent alors de transformer leur page Facebook « Justice pour Gabrielle » en une véritable association, Veilleurs de l'enfance. L'objectif était clair, devenir un organisme de surveillance indépendant pour tous les produits destinés aux enfants. Ils recrutèrent des experts en sécurité, des juristes, des parents bénévoles. Leur réseau s'étendit rapidement à travers toute l'Europe. Veilleurs de l'enfance lançaient régulièrement des campagnes de sensibilisation, testaient des produits, publiaient des rapports. Leur logo, une petite étoile veillant sur un berceau, devint rapidement synonyme de confiance pour les parents. Élodie quitta son emploi dans la communication pour se consacrer à temps plein à l'association. Lucas, quant à lui, jonglait entre son travail d'ingénieur et son rôle de porte-parole de l'association. Leur vie était devenue un tourbillon d'interviews, de conférences, de réunions. Mais chaque soir, ils s'assuraient de passer du temps de qualité avec Gabrielle, conscients que c'était pour elle, et pour tous les enfants comme elle, qu'ils menaient ce combat. Un jour, alors qu'il assistait à une conférence sur la sécurité des jouets à Bruxelles, ils reçurent un appel qui allait, une fois de plus, changer leur vie. « M et Madame Belmont », dit une voix à l'autre bout du fil. « Ici le cabinet du ministre de la Santé. Nous aimerions vous rencontrer pour discuter d'un projet de loi sur la sécurité des produits pour enfants. Votre expertise serait précieuse. » Cette invitation marquait une nouvelle étape dans leur combat. Ils n'étaient plus seulement des lanceurs d'alerte, mais devenaient des acteurs du changement au niveau politique. Le projet de loi, baptisé « Loi Gabrielle » par les médias, visait à renforcer considérablement les normes de sécurité pour tous les produits destinés aux enfants de 0 à 3 ans. Élodie et Lucas passèrent des semaines à travailler avec des législateurs, partageant leur expérience et leurs connaissances. Le jour du vote à l'Assemblée nationale, ils étaient assis dans les tribunes, le cœur battant. Quand la loi fut adoptée à une écrasante majorité, ils ne purent retenir leurs larmes. « On l'a fait, ma chérie » murmura Lucas, serrant Élodie dans ses bras. « On a vraiment changé les choses. » De retour dans le parc, Gabrielle courut vers ses parents, brandissant fièrement un château de sable miniature. « Regarde, maman, papa. J'ai construit une maison pour nous. » Élodie la souleva dans ses bras, couvrant son visage de baisers. « C'est magnifique, mon cœur. Tu sais, papa et maman aussi ont construit quelque chose. Quelque chose pour protéger tous les enfants comme toi. » Lucas ébouriffa tendrement les cheveux de sa fille. « Et on continuera à le faire, tous les jours. » Alors que le soleil commençait à décliner, la famille Belmont quitta le parc, main dans la main. Leur combat n'était pas terminé, loin de là. Mais ils avaient transformé une tragédie personnelle en une force de changement positif. Et chaque jour, en voyant Gabrielle grandir en bonne santé, ils savaient que chaque bataille en avait valu la peine. Ce nouveau chapitre de leur vie était rempli de défis, mais aussi d'espoir. Espoir pour un avenir où chaque enfant pourrait grandir en sécurité.
Et c'est cet espoir qui continuait à les pousser en avant, jour après jour, pour un monde meilleur pour tous les enfants.